Apparemment, Mouledi est déjà là. Mbano ni wai. Ni wai. Ok. Oui, là, il est présent, oui. Merci. Ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Madame Fomécon. Fais ce que tu veux. Oui, bonsoir, Monsieur Giscard Diop. Allô? Oui, allô? Oui, nous sommes là, allô? Oui. 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 Oui, bonsoir tout le monde. Je suis Christiane Gaëlle Fomécon. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour la connexion qui dérange. Nous savons tous, nous connaissons tous les réalités du Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes rendus à la 29e de la journée internationale de la langue maternelle. Et ce fait, Apolac a prévu cette conférence pour nous éclairer sur le thème retenu par l'UNESCO, qui est celui de l'éducation multilingue, un pilier pour l'apprentissage intergénérationnel. Aujourd'hui, nous avons des invités. Je crois que vous avez les différents panélistes et nous serons fiers de vous avoir, vous, en tant qu'invité, avec vos réactions, avec beaucoup de réactions. Alors, je vais commencer par saluer les différents intervenants. Clément Atangana, bonsoir. Bonsoir, Madame Fomécon. Je dirais Mbembengore. Gorambang. Oui. Vous êtes enseignant de langue et culture. Effectivement, je suis enseignant de langue et culture nationale. Nationale au lycée. Et par ailleurs, censeur de langue et culture nationale, oui. Et Oui, nous allons suivre l'aventure. Et vous êtes par ailleurs censeur dans le même lycée. Oui, effectivement. D'accord. Nous allons suivre aujourd'hui l'aventure dans cette clarification du thème retenu par l'UNESCO pour la Journée internationale de la langue maternelle. Monsieur Anombu, bonsoir. Bonsoir, Madame Fomécon, et bonsoir à tout le panel. Bonsoir. Ça me plairait si tu disais bonsoir en ta langue maternelle. Ok. Haïti, mon chéri. Haïti, monsieur Anombu, monsieur Achille Anombu. Non, c'est ça. Stéphanie Imele, la reine des langues et cultures nationales du lycée classique de Chang. On Moi, comment charnellement, alors ici, on se rejoint d'accord. Ah, mung wawo. Apo. Tangzok sa ago. Attends, Sinjin. Atanga sindine. Atanga sindine. D'accord. Il y a quelqu'un que je cherche là.
Il s'agit de Ndoumben. Je ne le retrouve pas. Monsieur Ndé, il est là? Ndoumben Ndoumbe. Il est apparemment sorti. Bah, il est sorti. Ah, il est sorti. J'imagine que ce sont les problèmes de connexion du Cameroun. Bon, ce sont les réalités de notre terroir. Et nous allons faire avec. Je salue comme ça tous ceux qui sont connectés et qui ne font pas partie du panel. Vous êtes nos invités. Et vous allez décortiquer Tchoupa, qui est ce côté-là. Flaubert Tchoupa, bonsoir. Ouais, bonsoir à tout le monde. Oui. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux que je ne vais pas prononcer le nom. Pas parce que je ne veux pas prononcer le nom, mais parce que le temps nous tient à la gorge. Nous allons commencer tout de suite cette aventure. Je vais rappeler comme ça que nous allons décortiquer ce thème en commençant par la genèse et l'évolution de la Journée internationale de la langue maternelle. Par la suite, nous allons voir pourquoi la langue maternelle, pourquoi la Journée internationale de la langue maternelle et analyser en interprétant les concepts clés du thème. Nous allons également décortiquer avec monsieur qui est appelé par le thème et leur responsabilité. Rappelons tout de même que le thème retenu pour cette année par l'UNESCO est l'éducation multilingue, un pilier de l'apprentissage intergénéralement. Passer la parole au premier panéliste pour qu'il nous parle de la genèse et de l'évolution de la Journée internationale de la Allô? Allô? On vous écoute, Mouledi. Oui, bonsoir encore. En fait, je vous entendais. Vous savez, il y a les réalités également du 237 qui a un certain niveau, on se dit qu'il y avait des connexions au niveau de la modératrice. Parce que je me suis dit à un certain niveau, mais moi je parlais, je répondais, mais ça n'allait pas. Ok, Mouledi, c'est là. Commençons tout simplement par dire ceci. Chaque chose a un fondement. En langue, ça donne quoi? Lamboter, Diben et Yoto. Il y a un socle à tout. Chaque histoire a un point de départ. Qu'est-ce qui se passe donc pour qu'on parle aujourd'hui de la langue maternelle? Allô? L'histoire est tragique, mais très belle. Ce n'est pas un film. Allô? Allô? On écoute. Allons-y, Mouledi, on écoute. Alors là, il y a quelqu'un, il y a des voix là qui ne me permettent pas d'évoluer. Veuillez désactiver vos micros, s'il vous plaît. Ouais. D'accord. Nous disions tantôt que chaque chose a un fondement ou un début. Certains se battent au détriment des autres. Aujourd'hui, on parle de la Journée internationale de la langue maternelle. Qu'en est-il exactement? Je disais tantôt que l'histoire est tragique, mais très belle. Ce n'est pas un film, mais une dure réalité. Tout se déclenche le 21 février 1952. Une date inoubliable pour le peuple du Bangladesh. D'abord, pourquoi on en arrive là? Tout commence. Allô? On ne l'écoute plus. Hein. Plus haut.
Orient à l'Est et Oui, l'autre mais partie au oriental. Aujourd'hui, on parle des tensions sont élevées par rapport au conflit concernant l'économie, la culture et comment sur le plan de linguistique. En 1848, parce que le peuple bengal était majoritaire, mais le gouvernement avait décidé qu'une langue devait être adoptée. Laquelle donc? C'était l'urdu. Et là, le peuple de Bengale se ressaisit et dit, mais alors, nous sommes majoritaires. Comment est-ce que le gouvernement peut décider qui est juste cette langue officielle, c'est l'urdu? Et là, ils protestent. Et le gouvernement pakistanais trouve que leur protestation est illégale. Et alors là, lorsque l'urdu est confirmé comme la langue officielle, cela devient un problème. Protestation par-ci, par-là, jusqu'à ce que les étudiants de l'université de Dhaka et quelques autres activistes se lèvent pour dire non, nous revendiquons également une place au soleil. Nous voulons que notre langue, le bengali, soit également partie des langues qui devront être instituées, instaurées. Et là encore, le gouvernement pakistanais fait sourd oreille. Et ça continue. La tension ne faisait que monter jusqu'au point où il y a eu 4 étudiants qui ont été tués. Et alors là, ça s'est déchaîné. Ça allait que tout le sens. Il y a donc un temps d'apaisement où il fallait réfléchir. Une pause. Mais pendant ce temps, le peuple continuait à revendiquer. Bien qu'ayant déjà reçu quelques... parce que le gouvernement est revenu sur la charge en disant ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous pouvez apporter des réclamations, des revendications, mais le peuple le gouvernement est le peuple et sur ce plan dans cette revendication. Et nous voulons plus tard que la langue est adoptée. Mais cette sujet est plus loin le 29 février 1956. Cette relation et on accepte cette langue de la langue officielle. Nous allons dire, après donc cette loi que nous quittons de 1971, nous dirons, à l'air, ce qu'on décide également l'histoire, parce que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture n'a pas laissé cette affaire, parce que nous savons tous que la langue est un élément clé de compréhension pour le politique. Lorsque la langue est nous savons
impasse là où il fallait décider. Oui, où il fallait décider quelle est la journée qu'il fallait adopter pour la journée internationale de la langue maternelle. Donc, nous voyons donc que la réunion de fin 1999, cette réunion du 17 conclut tout simplement en mémoire de 16 étudiants qui ont perdu de leur vie en date du 21 février 1952. Donc, voilà un peu comment est-ce que la langue maternelle entre donc sur la scène. Nous disons que ça fait 25 ans aujourd'hui. Les gens ont sacrifié de leur vie pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir ce anniversaire qui est pour nous une joie. J'aimerais, franchement, je pensais prendre un autre point pour que celui qui a 25 ans puisse un peu me parler de 25 ans de service, puisse un peu me dire, parce que c'est au travers de ce temps-là que lui, aujourd'hui, il a peut-être 25 ans d'expérience et me dit comment est-ce que lui, il voit cela. Donc, voilà un peu en quelque sorte ce que nous pouvions apporter s'agissant de cette genèse et l'évolution de la langue maternelle. Merci. Merci à vous, Monsieur Ndoumbe. Madame Fomé. C'était donc question pour lui. Oui, oui, je suis là. Vous ne m'entendez pas? Très bien, c'est succinct. Allô? D'accord, Oui, je disais donc merci à Monsieur Ndoumbe pour cette genèse et l'évolution de la journée internationale de la langue maternelle de connexion. Nous allons tomber directement journée internationale de la langue maternelle avec Monsieur Achille Anombouguiol. Achille Anombouguiol, vous avez la parole. D'accord. Merci, Madame Fomekon, de me donner ainsi la parole pour que je puisse présenter en quelque sorte les arguments sur le pourquoi de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle. Alors, je vais situer mes propos, n'est-ce pas, en argumentant sur trois éléments. Tout d'abord, je vais essayer de montrer le rôle de cette célébration dans la promotion de la diversité linguistique et culturelle, ainsi que du multilinguisme. Ainsi, ensuite, je vais continuer avec le fait que la langue est un gage pour le développement. Et enfin, je vais essayer de montrer, de situer la place de la langue dans le processus de patrimonialisation. Merci. Alors, en termes de promotion de la diversité linguistique et culturelle, en quoi est-ce que la célébration de la langue internationale de la langue maternelle en est un argument? Simplement parce que cette célébration nous appelle, n'est-ce pas, à promouvoir les différentes langues qui jonchent le monde entier, quelle que soit à l'origine où elles viennent. C'est un appel ainsi à la brisure des barrières linguistiques, à valoriser chaque langue partout où elle se trouve, pour ainsi permettre à chaque citoyen du monde de se sentir à l'aise partout où il se trouve avec sa langue. Et aussi, c'est un moyen de briser les différences, parce que c'est à travers la langue qu'on peut notamment marquer le point fort de cette cassure. Il faudrait bien que la langue soit un moyen pacifique. La langue, n'est-ce pas, permet dans ce sens de briser ces barrières, d'aller vers l'autre et devient ainsi un instrument de paix. Donc, dans le sens de cette promotion de la diversité linguistique et culturelle ainsi que du multilinguisme, il faut voir en la langue
un élément pacificateur qui n'est plus, ce n'est plus un élément de limite, mais c'est un élément d'ouverture à l'autre. Donc, je continue, n'est-ce pas, en montrant que la langue est un gage de développement. Vous savez, il y a une maxime que nous avons toujours appris dans l'école occidentale qui nous dit que homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras les cieux et l'univers. Bon, j'aimerais prêter un segment de ces propos-là de Socrate en disant simplement homme, connais-toi toi-même. La langue, donc, est un gage de l'identité culturelle et du développement parce que il faut d'abord se connaître et se connaître ne peut passer que par sa langue parce que c'est à travers elle qu'on peut avoir les éléments du patrimoine culturel, matériel et immatériel qui nous permettront, n'est-ce pas, de conquérir le monde, de nous ouvrir au monde. Si on ne peut pas se connaître, il sera difficile d'avoir cette ouverture au monde. Donc, la langue est un élément. Allô? Oui, allô? Oui, donc j'étais disant que la langue est donc un gage d'identité culturelle parce qu'à travers la langue, déjà, on peut connaître qui on est. Et la langue est un élément de développement parce qu'à travers la langue, on peut transcender de qui on est pour aller vers l'autre. Et cela permet ainsi de comprendre l'autre tout en se comprenant aussi. Et on ne peut pas comprendre l'autre si on ne se comprend pas. On ne peut pas prétendre au développement si on ne se comprend pas. Donc, je pense que la langue agit donc dans ce sens-là en étant un facteur de développement simplement parce qu'elle nous permet de nous connaître d'abord nous-mêmes et de nous ouvrir au monde. Et l'ouverture au monde n'est rien d'autre que l'ouverture à l'espace technologique, à l'espace culturel, à l'espace cosmopolite, à l'espace citoyen que nous offre le monde. Ça ne peut que se faire à travers sa langue. Même s'il faut aller vers l'autre, il faut d'abord se connaître soi-même. Donc, c'est un gage pour le développement. C'est un gage pour l'ascension, pour la conquête du monde entier. C'est une arme vraiment. Alors, j'aimerais, un troisième point ici, montrer que la langue est un élément essentiel, sinon la substantifique moelle, de la patrimonialisation. Vous savez, nous faisons face aujourd'hui à des problèmes de patrimonialisation. Nous ne savons plus comment est-ce qu'on peut acquérir, comment est-ce quelle est la place des éléments culturels que nous possédons encore jusqu'aujourd'hui, même si nous savons que la plupart de ces éléments se trouvent de l'autre côté de la mer. Alors, ce qu'il reste encore, l'essence, la quintessence de ces éléments culturels qui parfois sont beaucoup plus tangibles sans passer par la langue. Je dis bien non. La langue est donc un élément de patrimonialisation parce que c'est à travers elle qu'on peut ingurgiter son patrimoine culturel intangible que l'on peut détecter à travers les contes, les berceuses, les poèmes, les légendes, les fables, donc tout ce qui relève de l'orature. Et à travers le patrimoine culturel matériel, on peut voir que la conservation d'un élément de culture, qu'il soit tangible, passe automatiquement par la connaissance de la langue, parce que c'est elle qui nous donne les informations nécessaires à la compréhension de cet élément culturel-là. Donc, la langue agit ainsi à ces trois niveaux, en étant tout d'abord un élément de promotion de la diversité linguistique et culturelle et du multilinguisme, en étant en secondo un gage, un marqueur d'identité culturelle et d'ouverture au monde, ce qui propulse autant plus le développement. Et enfin, la langue est un élément essentiel, sinon la substantifique moelle de ce qu'on appelle la patrimonialisation. Donc, je vais d'abord, pour ne pas prendre assez de temps, laisser la place aux autres, je vais d'abord m'arrêter là. Je pense qu'il y aura des questions après et que l'on pourra discuter profondément concernant cette partie clé de d'autres réflexions. Merci beaucoup, Madame Fimeton.
La langue permet de se connaître et de s'ouvrir au monde. Merci à vous, Monsieur Achille Anon Boukiol. Nous allons retomber cette fois-ci avec Stéphanie Julienne Imélé, enseignante de langue et culture nationale au lycée bilingue, au lycée classique, j'allais dire, de Chang. Par ailleurs, présidente fondatrice de la PROLAC. Stéphanie Julienne Imélé, vous allez nous parler, vous allez analyser et interpréter les concepts clés du thème retenu par l'UNESCO cette année. Merci, Fomocom. Bonjour, bonsoir une fois de plus à tous ceux qui nous ont fait confiance ce soir. Effectivement, je dois vous entretenir sur les concepts clés utilisés pour formuler le thème, c'est-à-dire je dois faire en quelque sorte une autopsie du thème qui nous est soumis pour cette année. Mais avant de commencer, je voudrais préciser que nous devons partir du contexte dans lequel ce thème a été proposé. En réalité, ce thème part du constat alarmant fait par l'UNESCO selon lequel 40% des habitants de la planète n'ont pas accès à un enseignement dans une langue qu'ils connaissent, c'est-à-dire dans une langue qu'ils parlent ou qu'ils comprennent. Ça, c'est le constat que l'UNESCO fait pour enfin formuler ce thème qui est soumis à notre réflexion aujourd'hui. Et donc, pour rappeler le thème, il est intitulé « L'éducation multilingue, un pilier de l'apprentissage et de l'apprentissage intergénérationnel. » Ce sujet ainsi formulé est composé de 3 comparses, à savoir l'éducation intergénérationnelle, même au thème tout son sens, le thème en isolation, puis en rappelant, nous pas le concept d'éducation multilingue est une approche éducative préconisée par l'UNESCO qui encourage l'emploi de plusieurs langues dans l'enseignement avec à la base la langue maternelle de l'apprenant. Maintenant, le deuxième concept, c'est l'apprentissage. Et il faut comprendre par apprentissage tout simplement un ensemble de mécanismes menant à la connaissance et plus loin encore rationnel. L'apprentissage intergénérationnel, il désigne tout simplement les échanges de savoir et de compétences entre les personnes de différentes générations. L'apprentissage dont il est question ici peut être en contexte formel, il peut être en contexte informel, il peut être en contexte non formel. Donc, nous méritons déjà de comprendre c'est quoi l'apprentissage formel, c'est quoi l'apprentissage informel et enfin, c'est quoi l'apprentissage non formel. Parlant d'apprentissage formel, il s'agit des apprentissages dispensés dans un cadre structuré et organisé, tels les établissements scolaires ou les centres de formation agréés. Et dans le processus d'acquisition, c'est effectivement qu'il apprend, c'est-à-dire le processus est intentionnel de la part de l'apprenant et débouche sur l'évaluation et la certification. Par contre, l'apprentissage informel découle tout simplement des activités de la vie quotidienne liées au travail, à la famille et aux loisirs. Il n'est ni organisé ni structuré en termes d'objectifs, de temps et même de ressources. Pour l'apprentissage informel, l'apprenant n'est même pas conscient qu'il apprend, donc le processus n'est pas intentionnel. C'est le cas, par exemple, lorsque vous êtes en train de faire la cuisine, votre petite fille de 3 ans à la maison, quand vous dites, par exemple, apporte-moi du sel, vous dites peut-être apporte-moi du piment, vous dites peut-être écrase du piment. En réalité, vous êtes en train de lui transmettre des éléments linguistiques et culturels dont il n'a pas conscience. Donc, c'est ça
car nous sommes là en présence d'un cas d'apprentissage informel. Par contre, l'apprentissage non formel est aussi intentionnel de la part de l'apprenant au même titre que l'apprentissage formel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'apprentissage non formel, je veux dire, se rapproche plutôt aux petites formations que l'on emploie dans de petites structures qui ne sont pas tout à fait formalisées. Comme la formation dans un salon de coiffure. Comme la formation dans un petit garage. Donc, tout ça, ce sont des formations non formelles. Mais l'apprenant est conscient qu'il apprend. Il manifeste un besoin et puis il s'en va vers le lieu d'apprentissage où il acquiert ses connaissances. Finalement, ayant compris chacun de ces thèmes, je vais dire chacun de ces sous-thèmes ou alors chacun des concepts qui constituent notre thème, le thème pourrait désormais être formulé ainsi qu'il suit. L'emploi de plusieurs langues, prioritairement la langue maternelle, est un support essentiel d'acquisition des savoirs, savoir-faire et connaissances et de transfert de compétences entre les générations. Finalement, la question qui nous revient dans ce thème et à laquelle nous cherchons aujourd'hui à apporter des éléments de réponse est celle de savoir en quoi l'emploi de plusieurs langues, y compris la langue maternelle, constitue-t-elle un support essentiel à l'acquisition des savoirs, savoir-être, savoir-faire et connaissances et au transfert des compétences entre les personnes de différentes générations. Et donc, pour ne pas confisquer la parole, parce que chacun a la chance de retenir, celui qui va me suivre va se charger de répondre à cette question. Merci. Alors, merci à vous, Madame Stéphanie Julienne Imelé-Tafak. Alors, Monsieur Clément Ndok Atangana, vous allez nous dire en quoi l'éducation multilingue est un pilier de l'apprentissage intergénérationnel et après nous dire quels sont les acteurs interpellés par ce thème de l'UNESCO. Clément Ndok Atangana, vous avez la parole. C'est une façon de vous dire également bonsoir à tout le panel. Je profite également pour saluer. Je salue également tous ceux qui nous écoutent. Et je dirais que l'apprentissage multilingue est un pilier en ceci qu'il faut déjà partir du principe selon lequel la langue est un vecteur. La langue est le vecteur de la culture. Et qui dit culture, on retrouve à l'intérieur les savoir-être, pour reprendre les expressions de Madame la Présidente tout à l'heure, le savoir-être, savoir-faire, savoir-vivre. En un mot, quand on parle de langue, on parle également de mode de vie. Et je suis convaincu que ça ne vous a pas échappé. Vous verrez que lorsque quelqu'un s'exprime en français, il a tendance à se comporter, à agir, à penser comme un Français. Ça veut dire, c'est tout un bouquet qui est véhiculé. Lorsque quelqu'un s'exprime en anglais, c'est pareil, en chinois, c'est pareil. Ça veut dire que quelque part, à chaque fois qu'on s'exprime dans sa langue maternelle, on est possesseur, on détient en soi, on est même ambassadeur à la limite de sa culture et de tout ce qui va incarner la vision de ce peuple-là. Et qu'il va falloir non pas conserver pour soi, mais transmettre cela aux générations à venir. C'est pourquoi on a parlé tout à l'heure de apprentissage intergénérationnel. Il ne faut pas posséder la connaissance et ces savoirs-là. Il ne faut pas les garder pour soi. Il faut à tout prix
qu'il n'y ait pas de rupture existante entre ceux qui viendront après et ceux-là qui vont s'en aller. Aucun peuple, pour parler comme le professeur, feu professeur Tadadjeu et le professeur Sadembo, aucun peuple ne peut se développer en faisant fi de sa langue, parce que la langue, vecteur de culture, est le socle même de développement de chaque peuple. Nous parlons aujourd'hui le français, nous parlons aujourd'hui l'anglais, nous nous habillons comme des Français, comme les Européens et j'en passe. Vous voyez que le développement en lui-même passe exclusivement par la culture, par les savoirs culturels, par cet apprentissage de la langue. Parce que dans cette langue, on retrouve toute la richesse de tout un peuple. Lorsque je l'ai dit, il faut déjà savoir également que l'on ne saurait transmettre cette denrée rare ou alors cette richesse, ce banquet aussi digeste et aussi constitué qu'on retrouve dans la langue, à travers la langue, s'agissant des savoirs. Il faut déjà savoir quels sont les auteurs, n'est-ce pas, ou alors si vous voulez, les acteurs interpellés, justement, et les responsabilités de ces acteurs pour mener à bien cet apprentissage, ce multilinguisme et cet apprentissage intergénérationnel. Nous avons recensé, ma foi, je dirais, 3 acteurs principaux. Parmi ces acteurs, nous avons convoqué déjà nous convoquons les enseignants. Ces derniers doivent promouvoir une éducation multilingue. Je n'ai pas envie de revenir sur le concept de multilingue qui renvoie à plusieurs langues pour permettre à tout le monde de comprendre. Et pas n'importe quelle éducation multilingue, une éducation multilingue inclusive qui va favoriser la valorisation des langues maternelles. Ces derniers agir et influencer positivement les élèves dans les salles de classe en pratiquant eux-mêmes cette langue, cette promotion et valorisation des langues maternelles, pas seulement en les enseignant, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'enseigner, mais il faut être un modèle soi-même. Il faut être un modèle. Il faut pouvoir s'exprimer dans sa langue maternelle. Il faut produire du matériel didactique. Je n'ai pas envie de... Vous me permettrez de célébrer comme ça en passant. Aprolac, qui s'est inscrit dans cette logique avec ses enseignants, n'est-ce pas? Des professionnels de la langue, justement pour donner le ton et montrer justement comment il faut procéder, comment les enseignants doivent procéder. Il faut produire le matériel didactique. Il faut être soi-même un modèle. Il faut s'exprimer soi-même déjà dans la langue et non vouloir toujours s'exprimer simplement dans les langues des autres. De plus, il faut que l'enseignant puisse constituer avec les autres un menu assez digeste pour permettre l'éveil spirituel de ses apprenants et des élèves en général, pas seulement des élèves, parce que dans le bouquet élèves, il faut également voir que même les apprenants, même les parents peuvent être considérés comme étant des élèves. Et sur le terrain, ces mêmes enseignants sont des guides, parce que parfois sur le terrain, ils se rendent compte qu'ils sont confrontés à d'autres savoirs qu'ils ne détenaient pas. Ça veut dire que tout le monde apprend, tout le monde découvre, tout le monde peut promouvoir. Le deuxième élément, ou alors deuxième acteur sur lequel on va également s'appesantir en dehors des enseignants, nous avons le gouvernement, qui est un acteur majeur, très important, car ils ont la responsabilité de soutenir les politiques éducatives qui permettent de promouvoir justement cette diversité linguistique et culturelle. Devrais-je dire ce multilinguisme? Je suppose
que c'est dans ce souci que certains États se sont dotés d'un ministère de la culture. Le cas du Cameroun, nous avons un ministère des arts et de la culture. C'est déjà un pas pour le gouvernement de promouvoir, de célébrer, d'encenser les langues maternelles et les cultures du terroir. C'est toujours dans cette pensée, certainement, que le gouvernement a pris sur lui d'instaurer, ou devrais-je dire, de mettre sur pied un certain nombre de lois. Je vais citer ici la loi de 98/004 au niveau de l'article 5 alinéa 1 qui prescrit justement la formation des citoyens enracinés dans leur culture, mais également ouverts au monde. Au niveau de l'alinéa 4, nous avons en grand bien énoncé le souci de la promotion des langues nationales. C'est pour dire à quel point le gouvernement camerounais et certainement les autres par ricochet mettent un accent et ont compris toute l'importance qui se trouve dans la promotion, la valorisation et la consommation de ce multilinguisme, je voudrais dire extensif, et de ce qu'il véhicule comme savoir savant, savoir-faire et savoir-être. Je ne saurais passer sans également citer la production de notre chef d'État, de son livre intitulé « Le libéralisme communautaire » depuis 1985, de son Excellence Paul Biya, qui exalte justement les cultures nationales. C'est pour dire que les chefs d'État, pour parler du gouvernement en général et du gouvernement camerounais en particulier, les chefs d'État ont pris la mesure et l'importance de cette éducation du multilinguisme, cet apprentissage et le souci que rien ne puisse se perdre et que tout puisse être conservé pour que les générations actuelles puissent transmettre aux générations futures. Et je m'en vais terminer avec le troisième acteur. J'appelle ici la communauté. Vous savez, nous ne saurons rejeter ou reposer tout. L'apprentissage multilingue, ou alors l'éducation multilingue, l'apprentissage intergénérationnel. La base, c'est même au niveau de la communauté. Et qui dit communauté renvoie à la famille. Il faudrait que dans les familles, les parents qui eux-mêmes, si ces derniers n'ont pas flirté avec cet univers linguistique à la maison, s'ils ont été privés et qu'ils souffrent eux-mêmes déjà de carences linguistiques et d'avitaminose culturelle, ils ne sauraient être à même de transmettre ce qu'ils n'ont pas. Ils sont vides et sans contenu. C'est cela qui explique aujourd'hui cette formulation, ce souci des chefs d'État et ce thème que nous abordons aujourd'hui, qui montre que justement, les jeunes générations courent un grand risque si il n'y a pas transfert de ces aspects, de ces données, de ces savoirs culturels. Ils seront dépourvus et ils n'auront pas de racines pour pouvoir être suffisamment ancrés dans le sol. J'aime souvent à dire, c'est une citation que
que j'affectionne beaucoup. J'aime souvent à dire en langue, un can, outil, il est. En traduction, la racine est liée à l'arbre. Et si cette racine est coupée de l'arbre, elle meurt. Pour montrer en fait toute l'importance de la communauté, de la famille. La famille nucléaire, tout d'abord. Vous verrez aujourd'hui que certains parents n'encouragent même pas les enfants déjà à parler leur langue. Certains sont carrément opaques et réfractaires à la culture parce que se disent que non, c'est déjà dépassé, ça n'a plus aucun sens, ce n'est plus important. Vous voyez qu'il y a du travail, il y a beaucoup de choses encore à montrer et à faire découvrir à certains de ses parents. Je pense même que le gouvernement, c'est une suggestion, doit pouvoir créer des structures à l'étranger avec des enseignants professionnels pour pouvoir permettre à ceux qui sont de l'autre côté de bénéficier de cette liqueur, devrais-je dire, comme ça que je vais l'appeler, de ce parfum exotique linguistique-là, de l'apprécier et de le distiller de l'autre côté afin que chacun puisse reconnaître qui il est, apprécier qui il est et permettre de regarder l'autre non pas comme une différence qu'il faut repousser, rejeter, mais comprendre les différences, accepter les différences. Et certainement, à partir de cela, les uns et les autres pourront se développer. Parlant de communauté, il faut également interpeller les chefs traditionnels, les notables, les patriarches qui sont en eux-mêmes détenteurs de la tradition et de la culture. Ils sont les garants qui, lorsqu'on parle d'apprentissage intergénérationnel, il faudrait que ces derniers n'oublient pas, ils ne doivent pas partir avec tout ce qu'ils détiennent. Ils ne doivent pas s'en aller sans pouvoir donner la possibilité à ceux qui restent de respecter un certain nombre d'interdits, d'avoir le goût de s'exprimer dans sa langue et de découvrir tous les savoirs qui sont embrigadés à l'intérieur des différentes langues. Alors, lorsque je l'ai dit, vous verrez que le seul fait de parler sa langue, de maîtriser sa culture, permet, sans que les uns et les autres ne puissent se rendre compte, de créer de l'emploi, de créer des entreprises, n'est-ce pas? Nous pouvons avoir des écrivains pour la production des manuels et des livres, pour conserver justement et promouvoir ces langues et cultures. Nous pouvons avoir des organisations non gouvernementales, pour citer par exemple la CIL, le CERDOTOLA, la NACLA et APROLA, n'est-ce pas, qui font dans la promotion et la promotion et la valorisation des langues. Donc cela va permettre une très grande ouverture au monde, mais un développement surtout durable et instaurer nettement la paix entre les peuples et éviter les conflits. Je vais m'arrêter là pour repasser la parole à Madame Fomokon. Merci. Mahawa Bungang. Réactivez le son, Madame Fomokon, s'il vous plaît. Madame Fomokon, réactivez le son et recommencez, s'il vous plaît. Depuis, on ne vous écoute pas. Allô? Oui. Développement durable.
Ne pas conserver pour soi-même, mais transmettre de génération en génération. Les enseignants, les dirigeants, la communauté, pour ne pas dire la famille, les chefs traditionnels doivent transmettre aux générations futures des racines pour pouvoir s'ancrer au sol. C'est bien ça, Monsieur Clément Doc Atangana. Oui, merci beaucoup, Madame la modératrice. Alors, merci à vous. Nous allons demander aux autres dans cette conférence s'il y a des questions. Et bien après, nous allons demander aux différents panélistes s'ils ont encore un mot à dire. Alors, des questions? Monsieur Choupa Flaubert, vous avez une question? Ouais, merci déjà à tous les panélistes. Je crois que ma question aujourd'hui va mélanger à la fois le thème et je crois même la difficulté pour nos langues maternelles à cadrer, je ne sais pas si c'est la difficulté, à cadrer avec le contexte du thème même. Puisque là, on parle de transmettre générationnellement le savoir en se basant sur nos langues. J'apprécie l'intervention de Clément Atangana tout à l'heure. J'espère qu'il n'est pas le fils du président du Conseil constitutionnel. Lui qui a évoqué tout à l'heure une tentative de maintenir en vie les langues nationales. Puis ça, c'est ce que j'essaie de retenir à travers, d'une part, le livre du président de la République pour un libéralisme communautaire paru dans les années 85, où on mentionnait déjà comment maintenir en vie nos langues maternelles. Il a également parlé, je crois, du conseil des chefs et tout ça. Je crois que j'ai vu ça pour la première fois chez le professeur Maurice Kamto, il parlait dans ces 5 chantiers pour relever le Cameroun. Là, maintenant, je ne sais pas comment est-ce que vous qui êtes des spécialistes de la langue, des langues, qui êtes des linguistes aujourd'hui, comment donc confier notre savoir ou comment confier la transmission du savoir intergénérationnel aux langues qui tendent à disparaître? Je m'explique. Parce qu'aujourd'hui, nos langues maternelles sont considérées comme des espèces en voie de disparition. Je ne sais pas si je me permets d'appeler langue maternelle d'espèces, c'est-à-dire une culture en voie de disparition. Puisqu'avant, on pouvait parler, aujourd'hui, nous sommes à environ 280 langues maternelles, plus de 200 au Cameroun, selon les chiffres de l'UNESCO. Dans une localité comme Tchang, par exemple, on pouvait compter 400 000 locuteurs de la langue Yemba. À l'époque, aujourd'hui, on est à environ 200 000. Bon, ça va en diminuant davantage avec le temps qui passe. Ne serait-ce pas un danger avec les langues, par exemple, exogènes, comme le français et l'anglais, qui sont les langues du commerce, les langues du média, les langues de l'administration. Et vous voyez l'urbanisation, vous voyez les réseaux sociaux, la technologie, et tout ça ne prennent pas en compte nos langues locales. Vous voyez encore, par exemple, l'État qui ne met pas une réelle politique sur place pour valoriser ces langues locales-là. Avec tout cela, est-ce que vous pensez qu'il ne serait pas un danger de confier la transmission de notre savoir ou de considérer la langue maternelle comme un pilier de transmission de savoir intergénérationnel? Avec ces langues, on regarde, c'est un peu comme confier notre avenir à quelqu'un qui va disparaître d'un moment à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, les langues, je ne pense pas que les langues maternelles le nombre de personnes qui parlent ces langues maternelles va en s'accroissant. Aujourd'hui, je crois que ça va plutôt dans le sens contraire. Ne serait-ce pas un danger de confier dans le savoir intergénérationnel aux langues qui tendent à disparaître? Ok. C'est ça ma question. Je peux répondre, ma vous me permettez? Oui, bien évidemment. Oui. Alors, c'est Monsieur Choupa, si j'ai bien compris, n'est-ce pas? Ok, je vais essayer de... Choupa Flaubert, Monsieur Choupa Flaubert. De Monsieur Choupa Flaubert, merci. Monsieur Choupa Flaubert, il faut revenir déjà à ce que j'ai dit dès le départ. J'ai dit à l'entame que le sujet part du constat selon lequel plus de 40% des personnes vivant sur la planète reçoivent des enseignements dans une langue autre que la leur. Ça, c'est le constat et c'est un constat alarmant.
C'est-à-dire, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est justement pour accroître, sinon atteindre 100% de locuteurs pour chaque langue, en réalité. Et quand je l'ai dit, normalement, pour adhérer à ce projet, il faut même déjà comprendre pourquoi nous devons apprendre nos langues, pourquoi on doit les intégrer dans le processus d'acquisition des connaissances, les réintégrer, pas les intégrer, mais les réintégrer parce que autrefois, nous ne connaissions ni français, ni anglais, ni chinois, ni italien, et toutes ces autres langues qu'aujourd'hui, sous le fallacieux prétexte de la colonisation, nous sommes retrouvés en train d'encenser. Il me souvient que lorsque j'étais à l'école primaire, quand tu parlais la langue maternelle à l'école, on te mettait le joug au cou. Tu étais considéré comme un barbare. Il faut bien comprendre cela. Si nous avons à un moment donné abandonné nos langues, c'est que nous avons été frustrés, nous avons été maltraités pour avoir parlé nos langues. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a eu une certaine prise de conscience. Le combat que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas notre combat. Nous avons des prédécesseurs. Et tout part des années 1970, quand Maurice Tadadjeu et toute son équipe qui ont travaillé sur le projet PROPECA, projet de recherche opérationnelle pour l'enseignement des langues au Cameroun, ayant fait le tour du monde et ayant justement découvert que nous avons été dupés, sont revenus justement pour nous inciter à une certaine prise de conscience. Et ils ont travaillé, ils ont mis sur pied ce projet et ils ont mené des expériences. Et parmi ces expériences, l'expérience phare est celle en 1979, si les souvenirs sont justes, celle qui a montré que, en réalité, un enfant qui commence sa scolarité dans sa langue maternelle, à terme, est plus brillant que celui qui commence sa scolarité dans une langue qui lui est étrangère, c'est-à-dire la langue choisie pour être officielle. Et c'est d'ailleurs très net parce qu'en réalité, scientifiquement et même dans tout processus d'apprentissage, on va du connu vers l'inconnu. Le connu dans ce cas est supposé être notre langue maternelle et non une langue d'emprunt. Donc il faut bien comprendre cela. Le connu dans cette situation, c'est notre langue maternelle. Donc, à vous entendre parler, vous êtes en train de penser que en cherchant à transmettre notre savoir ou alors notre héritage linguistique et culturel à nos enfants dans nos langues, on serait en train de confier le destin ou alors la destinée de notre patrimoine linguistique et culturel à une langue moribonde, détrompez-vous. Bien au contraire, il y a des concepts qui ne trouvent leur existence, c'est-à-dire leur raison d'être que dans la langue qui les a produits. Il y a par exemple, pour ne pas aller trop loin, le rite de la succession, chez les Graskill en général et chez les Bamileke en particulier, et je vais préciser encore plus que les Yemba, parce que ce sont ceux-là que je maîtrise le mieux. Alors, il y a certains éléments de la nature que l'on exploite. Il y a par exemple certaines feuilles-là que l'on cueille, au marigot-là, que l'on pose en guise de protection sur le front. Nous allons l'appeler Mbembe. À demander que Mbembe, c'est quoi, on va vous traumatiser avec des noms scientifiques qui n'ont rien à voir avec votre culture. Pourtant, le terme Mbembe trouve sa justification même dans la langue. On ne peut pas l'appeler autrement. Il y a des éléments comme cela, même sur le plan alimentaire. Vous venez de moi à Tchang. J'ai dit, vous demandez, il y a quoi dans ce restaurant? On va dire, il y a le kwanza. On va dire le kwanza parce qu'il n'y a pas un autre terme dans les langues d'emprunt pour appeler ce mets. Allez appeler mabo pilé, on va commencer à vous demander avec du pilé, avec quoi, ainsi de suite. Donc le kwanza, parce que le kwanza est un élément du patrimoine. C'est inaliénable. Je ne sais pas si je me fais inaliénable. Il y a des termes que l'on ne transfère pas. En train de créer des termes ou alors en train de faire des traductions.
peut-être des questions qui relèvent du domaine de l'informatique. On est toujours obligé, si on veut rester fidèle, à recourir à l'âge culturel pour regarder dans notre environnement qui nous est propre à quoi ressemble l'élément dont on proposait le nom. On en a besoin, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas créer des thèmes qui sont déconnectés de réalité. Et maintenant, pour revenir à la transmission intergénérationnelle des savoirs. Aujourd'hui, nous souffrons des maladies. La solution était jadis dans notre nature. Sauf que les détenteurs de savoir et de savoir-faire sont partis importants avec tous ces éléments-là. Pourquoi? Parce que la jeune génération ne maîtrise pas la langue. On devrait peut-être t'amener dans la forêt et dire qu'on appelle ceci Ndende, on appelle cela Atso, on appelle Mbembe, on appelle Sok, on appelle ainsi de suite. Tu vas aller demander que Sok signifie quoi? On va vous entraîner dans des termes scientifiques qui ne trouvent aucune justification dans votre langue et même dans votre culture. Donc, en réalité, l'heure est plutôt à la prise de conscience. Si nous menons ce combat, c'est pour que de 40% d'analphabètes et d'illettrés dans nos langues, que l'on se retrouve dans un horizon peut-être de 30 ans, pour ne pas être trop long, à 100% de la population mondiale qui parle et maîtrise non seulement leurs langues endogènes, mais qui maîtrise les autres langues, quelques autres langues en guise d'ouverture au monde. Donc, c'est là le combat que nous sommes en train de mener. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je dirais tout simplement retourner à la transmission intergénérationnelle à travers l'usage de nos propres langues. C'est ce qui est salutaire. Merci. Madame Fomekong, si vous permettez, je souhaite dire un mot à Monsieur Tchoupa. Oui, Monsieur Clément Dokatangana, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je souhaite dire à Monsieur Tchoupa que il ne faut pas qu'il ait peur. N'est-ce pas? Il ne doit pas avoir peur de cette transmission de savoir intergénérationnel. Pourquoi? Parce que c'est justement ce transfert de connaissances, de savoir qui nous donne et qui nous amène à comprendre que nous sommes vivants. Ça veut dire qu'actuellement, la plupart, pour parler comme Madame la Présidente tout à l'heure, la plupart des personnes, s'il y a 40% d'analphabètes, ou alors 40% de personnes qui arrivent quand même à dire quelque chose ou qui maîtrisent leur langue, vous êtes d'accord avec moi que le reste des personnes sont décédées, sont des gens qui sont déjà morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la substance. Or, s'il y avait ce transfert de compétences, de savoir-faire, de savoir-être, et j'en passe, les jeunes générations qui viendront seront en vie. Ces générations seront vivantes. Or, actuellement, ces générations sont mortes. Et il faut leur insuffler, leur donner une âme. Parce que nous avons des corps, mais à l'intérieur de ces corps, il n'y a rien. Je vais prendre 3 exemples. Vous n'avez qu'à regarder aujourd'hui, il y a une certaine déchéance qui est en train de prendre des proportions. Chez les bêtis, il y a ce qu'on appelle Mvende Nyine, c'est-à-dire 4e commandement. Vulgairement, on dit dans la Bible, tu honoreras ton père et ta mère. C'est-à-dire, voilà quelque chose, j'ai fait un constat, c'est le mépris des aînés, l'irrespect s'est installé. On aurait dit que les jeunes générations, on n'a pas transmis aux générations qui viennent ce qu'on appelle le sens du respect. Respecter les aînés, respecter l'adulte, pas parce qu'il est parfait ou parce qu'il est meilleur, mais il incarne quelque chose qui est supérieur à nous. Les jeunes générations aujourd'hui n'ont pas ça. Si on ne transfère pas ces
cet apprentissage intergénérationnel, d'ici quelques temps, vous voyez déjà ce qui se passe à l'étranger où un enfant parle n'importe comment à sa mère ou à son père, où il est capable de lui dire n'importe quoi sous prétexte qu'il a des droits, comme si avoir des droits lui empêche pourtant de respecter ses parents, de respecter ses aînés ou les adultes. Vous verrez aujourd'hui que dans la culture béti, on dit par exemple qu'il faut faire attention à ce qui sort de sa bouche. Mais aujourd'hui, la médisance a pris le dessus. Le commérage, le colportage, ce sont des données, des comportements qu'on ne connaissait pas. Il faut donc aujourd'hui transmettre d'autres informations, réapprendre, amener les jeunes générations à apprendre à avoir un comportement digne, une attitude digne, même une attitude vestie digne, une attitude orale digne. Et ça ne peut passer que par l'apprentissage intergénérationnel. Parce que les aînés, vous savez, aujourd'hui, pour terminer, je ne vais pas monopoliser la parole également, vous savez, aujourd'hui, on dit que le mariage, on préparait la jeune fille. Chez les Bétis, il y avait ce qu'on appelle le rythme vungu pour les femmes et le saut pour les garçons. Ces deux rites permettaient de préparer le jeune garçon, pas seulement au mariage, mais à la vie. Préparer la jeune fille, pas seulement au mariage, mais à la vie, à ce qui l'attend. Ça permettait de former dans la totalité, dans l'âme et dans le corps, le jeune, pour qu'il soit un meilleur adulte demain. Mais vous voyez aujourd'hui, si ce transfert ne s'opère plus entre les générations, je vous assure que nous courons à l'hécatombe. Donc, c'est d'une importance capitale qu'il y ait ce transfert. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Clément Dokatangana. Monsieur Tchoupa, est-ce que vous êtes satisfait? Satisfait. Dans les réponses, j'ai trouvé satisfaction, mais il y a eu une mauvaise interprétation de ma question, je crois, de la part de la présidente qui a pensé que... Pendant que Madame Stéphanie Julienne me répondait, j'ai trouvé sur votre mine une manifestation de l'incompréhension. Oui, il y avait là, j'ai senti qu'elle ne m'a pas compris ou c'est moi qui me suis mal exprimé. En fait, dans ma question, j'essayais de montrer peut-être que c'est difficile de confier une tâche comme le transfert de pouvoir intergénérationnel à une langue qui part en disparaissant. C'est dans ce sens que je m'exprimais. Ce n'était pas que la langue n'a pas d'importance, la langue ne sert à rien. Je me demandais si ce n'était pas risqué de compter, de fonder de faux espoirs sur la langue. C'est dans ce sens que je m'interrogeais. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les langues. Hein. Je crois que Gaël peut... C'est pas que j'essayais. Monsieur Tchoupa, rassurez-vous, on s'est bien compris. Ce que j'étais en train de vous rappeler, c'est que on est conscient de cet état de la chose. C'est pour cela qu'on demande à ceux qui détiennent encore ces connaissances-là d'assurer le transfert intergénérationnel. Vous comprenez? Vous êtes un parent qui parle la langue. Vous avez des savoirs ancestraux que vous-même vous avez acquis. Vous n'avez pas appris, vous avez acquis. Alors, on vous donne aujourd'hui la responsabilité. On vous remet dans votre responsabilité de transmettre cela à votre progéniture pour que la langue ne meure pas. Vous voyez un peu. En réalité, il n'est pas question de confier à une langue moribonde. Non. C'est que ceux qui détiennent encore les savoirs, là, c'est à eux que nous nous adressons. Ils doivent assurer le transfert. Bon, ça pour ne pas monopoliser les questions, parce que là, je me pensais à une difficulté à laquelle on se heurte souvent dans les centres urbains. Lorsque vous vous retrouvez dans une ville comme Douala, par exemple, vous allez constater avec des personnes qui viennent de différentes communautés, on a plutôt ce penchant à s'exprimer soit en pidgin, soit en franc-anglais, des langues de circonstances qui naissent comme ça parce qu'on ne peut pas en différentes communautés. Vous êtes peut-être, vous parlez le Yemba ou le Ngiembon, vous ne pouvez pas vous exprimer avec quelqu'un qui vient de l'Est, par exemple. Ça devient plus facile de créer. Et je crois face à cette difficulté-là, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème dans les centres urbains, dans les centres où il y a où tout va à une vitesse énorme.
Ok, bon, je réponds en une seconde et on en passe. Alors, ce que je suis en train de dire, ou alors ce que je vais ajouter, c'est que le multilinguisme en question, ou alors l'éducation multilingue en question, demande d'abord à chacun de garder sa langue avant d'aller au contact des autres langues. Ça veut dire, lorsque nous nous retrouvons dans les grandes métropoles, je dois d'abord y arriver avec qui je suis, avec ce que je suis, avec mon identité à moi. Maintenant, une fois que j'y suis, j'embrasse les autres, avec ce que le multilinguisme en question, c'est-à-dire j'ai ma propre langue et elle me permet de répondre à certains besoins de communication, peut-être familiaux et communautaires. Et j'ai maintenant les autres langues qui me permettent d'ouvrir au monde. Nous ne sommes pas là pour dire que nos langues, nous allons parler essentiellement nos langues. Non, nous sommes dans une vision multilingue. Si je me retrouve par exemple avec mon yemba a ses fonctionnalités, ou alors ses fonctions précises. Celui qui apporte son gaya a son rôle spécifique. Maintenant, on s'est retrouvé dans un contexte où on n'a pas la même langue maternelle, alors on utilise une autre langue. Donc, voilà un peu l'état de la situation, la situation dont il est question. Merci. Merci à vous, Dame Imele, pour cette autre clarification. Est-ce que les différents panélistes avaient encore quelque chose à dire? Monsieur Anombu, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? D'accord, merci, Madame Fumeko. Bon, j'ai bien suivi le déroulement de tout un chacun. Je me dis que l'essentiel a été dit, sauf que je me dis qu'il faut toujours rester dans le sens de la promotion de nos langues maternelles sur tous les plans. Il faut rester dans le sens de cette promotion parce que chaque fois, on rencontrera toujours des difficultés. On aura toujours des difficultés circonstancielles. Par exemple, comme l'auditeur a parlé, notre confrère a parlé des problèmes de circonstances qui se créent et la difficulté à pouvoir transmettre, favoriser cette transmission intergénérationnelle. Je me dis qu'il faut toujours rester dans le sens de la promotion parce que ce n'est que par là qu'on pourra peut-être arriver à ce sens et à beaucoup plus sensibiliser les générations, que ce soit les générations ascendantes, les générations descendantes, sur la nécessité de recourir à nos langues maternelles. Donc, on ne peut que rester dans une logique, dans une dynamique de sensibilisation, parce que le mal, il est assez profond. Je ne voudrais pas vous rappeler que ça date quand même de plusieurs années, ça date quand même de 1844, quand Joseph Méric arrive sur les berges du Vaury, notamment beaucoup plus que Alfred Saquet, Joseph Méric, tous ces explorateurs ont introduit des langues qui nous sont étrangères et qui aujourd'hui nous posent assez de problèmes déjà comme ça. Donc, je me dis que le mal est très profond et que si on voudrait tendre à le résoudre, il ne faudrait pas simplement se décourager, il ne faudrait pas penser qu'on ne pourra pas un jour arriver, il faut toujours mettre en tête que les difficultés seront toujours là et que peut-être que dans la dynamique de ce que nous avons commencé, de ce que nos ascendants ont commencé, nous allons continuer et cette sensibilisation ira de génération en génération jusqu'à ce qu'on puisse un jour arriver à satisfaire la cause pour laquelle nous nous battons. Donc, c'est ce que je pourrais juste ajouter. Merci. Merci à vous, Monsieur Anambou. Et nous rappelons que Monsieur Anambou ici est le secrétaire général de l'Association des professionnels de langue et culture camerounaise. Monsieur Clément Doumbé, enseignant de langue et culture nationale au Centre d'initiation
à la culture Sawa Douala. Par ailleurs, formateur d'informatique en langue au comité de langue Douala. En 30 secondes, un mot de fin. Si vous permettez, Madame Fomekon, j'ai l'impression qu'il y a des auditeurs qui voudraient qu'ils lèvent la main. J'ai cette impression, je ne sais pas si j'interprète mal. Oui, Yemba Kuala, tout en rappelant que le temps nous tient à la gorge. D'accord. Merci. Je suis Janvier Tézioué et le nom Yemba Kuala que vous voyez sur le profil, c'est le nom de l'organisation dont je représente, qui est une association pour la promotion des langues locales du Cameroun avec un piédestal sur la langue Yemba. Je voulais intervenir avec 3 éléments très courts parce que vous êtes déjà à la fin de la présentation et on ne saurait entrer encore dans le détail de ce que vous avez fait. La première chose sur laquelle je voulais venir, c'est de féliciter l'initiative de APOLAP avec Madame Yimele Tafa, que je connais bien par rapport aux autres membres, et féliciter toute son équipe pour ce que vous faites déjà à partir des ouvrages que vous avez commis comme support didactique pour l'apprentissage des langues locales du Cameroun et avec cette séance d'échange qui vient sur le thème de la journée internationale de la langue maternelle. Et le deuxième élément, je voulais intervenir sur le problème de transmission générationnelle qui figure en toile de fond dans le thème qui a été déroulé ce soir pour dire quoi? Les générations d'avant nous ont certainement rencontré des difficultés que nous n'allons plus détailler pour transmettre, n'est-ce pas, le savoir, n'est-ce pas, la langue maternelle et les valeurs culturelles aux générations présentes. D'où la rupture ou alors le gap constaté et décrié par l'UNESCO jusqu'à présent avec des statistiques à l'appui. Alors, nous pouvons conclure ce gap-là avec un doigt pointé sur ce qu'on peut appeler le colonialisme ou le néocolonialisme, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on se rende compte qu'à un moment donné, nos parents ont été frustrés et par qui? Par des personnes que nous connaissons très bien dans le vent du colonialisme. Ça, c'est intéressant de le dire. Si nous ne l'avons pas dit avec une telle précision, notre organisation peut l'affirmer avec des éléments factuels. Et comment est-ce que nous allons donc corriger cette rupture? C'est que chacun d'entre nous devait prendre conscience et s'exprimer en sa langue maternelle, s'approprier de ses valeurs culturelles et se rassurer qu'il a transmis cela intégralement aux générations futures, commençant par sa propre progéniture. Et le dernier volet de mon intervention revient à imiter les bons exemples parce que le cas de l'apprentissage multilingue qui a été expérimenté au Mozambique a montré une relation de cause à effet ou bien une relation de causalité entre l'apprentissage multilingue et la performance scolaire des élèves, surtout du primaire et du secondaire. Et je pense qu'au Cameroun, nous pouvons nous inspirer et aller lire les rapports de l'UNESCO sur ce cas mozambicain pour comprendre que le multilingue ne va pas seulement booster les connaissances ou bien la promotion culturelle, mais va même avoir de l'impact sur la performance scolaire générale des apprenants. Voilà sur quoi je voulais intervenir ce soir. Je vous remercie pour m'avoir donné la parole. Merci beaucoup pour votre intervention. Monsieur, vous vous appelez encore comment? Janvier Tézioué. Allô? Oui, Allô? je m'appelle Janvier Tézioué. Je suis président fondateur de Kuala. Merci à vous, Monsieur Janvier, et merci pour votre intervention qui va certainement permettre d'enrichir cette mission qui est la nôtre. Est-ce que quelqu'un d'autre avait encore un mot à dire? J'étais sur Monsieur Ndoumbe pour son mot de fin en 30 secondes, s'il n'y a plus de questions. Il y a Giscard et Foucault qui veulent parler depuis le début. Oui, Monsieur il y a Giscard qui veut
Qui veut parler depuis la Monsieur Giscard veut parler depuis. Même Tafo. Alors, bonsoir. Bonsoir. Déjà, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci pour cette initiative. Giscard. Moi, c'est... Oui, bonsoir. Qui prend la parole? Qui prend la parole? Monsieur Giscard ou alors Monsieur Tafoko? Monsieur Giscard. D'accord, vous avez la parole. Je disais bonsoir et surtout déjà merci pour l'initiative. Moi, c'est Giscard Adjo, enseignant et par ailleurs romancier. Je voudrais d'abord remercier tous les intervenants, les spécialistes de la langue et de la culture qui se sont déployés pour essayer de clarifier un certain nombre de choses sur lesquelles j'avais beaucoup de doutes. Je sais par expérience, parce que comme on le dit chez nous, un jeune qui a parcouru plusieurs villages est le gars d'un vieux de plusieurs années, comme on dit souvent. Par expérience, ayant parcouru plusieurs régions du Cameroun, où j'ai appris beaucoup de langues, je me suis rendu compte que la langue, c'est elle qui est l'élément même d'intégration, de complicité entre des individus. Et nous, utilisant la langue des Caucasiens, nous nous retrouvons plutôt complices de leur culture. Et par conséquent, tendons à vouloir nous assimiler toujours à eux. Ce qui, pour moi, me fait énormément mal, qui m'a même d'ailleurs poussé à me lancer dans l'écriture. Mon véritable problème et que je voudrais soumettre mettre sur la table des spécialistes que vous êtes, des linguistes. La Prolac, oui. Oui, que vous êtes. Est-ce que vous ne pensez pas que pour le Cameroun, il faudrait que l'on sorte carrément du français et de l'anglais? Parce que pourquoi j'ai dit ça? Vous allez me demander que on va utiliser quelle langue? Et je sais que nous sommes des Africains et l'Afrique a une certaine culture qui est africaine d'abord. Une certaine culture qui est d'abord africaine. Quel que soit l'Africain, je m'excuse, je ne suis pas à l'intérieur, je ne suis pas au Cameroun pour l'instant, je suis quelque part ailleurs, mais quel que soit l'Africain que j'ai eu à rencontrer partout où je me suis baladé, il y a un feeling qui s'établit immédiatement quand l'on n'est pas déraciné, quand l'on ne veut pas s'assimiler aux Caucasiens. Donc, ce qui fait que, est-ce qu'on ne pense pas que pour conserver notre culture africaine, avant qu'elle ne soit la culture, je ne sais pas, Mbou, la culture Bamoun, la culture Peul, est-ce que vous ne pensez pas que pour le Cameroun, par exemple, il faudrait choisir une langue qui nous permette, une langue africaine, qui nous permette de nous barrer carrément, comme on dit en français, nous barrer carrément de l'anglais et du français et de rester avec cette langue-là qui identifie notre culture africaine de manière générale. Ça, c'est la question que moi je pose aux gens qui sont capables de booster ce point-là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait nécessaire d'abord que nous nous barrions facilement ou bien alors rapidement du français et de l'anglais? Parce que tant que je serai en train actuellement, si je suis sur un de mes livres que j'aurais bien aimé l'écrire dans ma langue, mais je sais que beaucoup de personnes ne le liront pas. Je le sais. Mais il y aurait eu une langue qui soit, que ce soit le Yemba, que ce soit le Douala, que ce soit le Boulou, mais une langue qui soit officielle pour les Camerounais. J'aurais écrit dans cette langue et je serais sûr que beaucoup la liraient. Merci à vous, Monsieur Giscard. Okay. Merci beaucoup pour cette intervention. Bon, ma je peux réagir à sa suite pour qu'on y aille.
Allô? 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 Oui, 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 bonsoir. C'est moi. Ah, oui, d'accord, bonsoir. oui, Moi, oui, il nous faut écoutons. qu'on m'écoute. Oui, je vous écoute, Dame Imele. Allô? Oui, allô? Oui, moi, quand je disais, si vous le permettez, je peux essayer de lui répondre. Oui, je vous ai donné la parole depuis. Alors, d'accord. Monsieur Giscard, merci déjà de nous avoir fait confiance et merci également pour cette intervention qui n'apparaît pas sur une table de débat pour la première fois. Donc, je puis vous l'assurer. Cependant, ce que je devrais dire et qui nous engage, nous tous, c'est-à-dire nous tous les Camerounais, c'est que nous avons d'abord un problème de repli identitaire. Et c'est en réalité ce problème de repli identitaire qui peut constituer le véritable frein au choix d'une langue camerounaise officielle. Vous voyez, je vais prendre une situation que je vis depuis quelques mois au sein de la même langue et qui me frustre un peu. Le Yemba, pour ne pas citer la langue. Alors, il y a des débats du genre, comme nous enseignons là, étant donné que le standard qu'on a choisi est à cheval entre Bafou, Balevin et Bamendou, et j'en passe là, je ne dois pas passer à photo avec ça. Ou alors, je ne dois pas demander à un photo d'apprendre cela. Je ne dois pas demander à un foréqué d'apprendre cela. Si je veux qu'un foréqué ou un photo, ou peut-être un fondonera achète un livre de Yemba, qui est pourtant une langue standardisée, alors il faut que je reconvertisse les contenus dans chaque dialecte pris en isolation. Donc voilà un peu ce qui cloche avec nous au Cameroun. Normalement, l'idée de se départir vraiment du français est une idée salutaire et comme je le disais tantôt, qui ne vient pas pour la première fois sur une table de débat. Mais à chaque fois que l'on a posé ce problème, chacun dit si ce n'est pas ma langue, je n'accepte pas. Si ce n'est pas le Wondo, je n'accepte pas. Si ce n'est pas le Yemba, je n'accepte pas. Si ce n'est pas, si ce n'est pas, si ce n'est pas. Pourtant, nous avons des exemples chez nos voisins du Nigeria qui ont d'abord leur Igbo comme langue officielle, c'est-à-dire parlée par tous les Nigériens et écrit, et qui sert d'ailleurs les besoins de communication officielle et courante. Il y a même le Hausa, qui est une autre langue officielle là-bas, toujours chez eux au Nigeria. Mais le Nigeria même, en termes de diversité linguistique, dépasse le Cameroun, si je ne me trompe pas. Ils ont 400 langues. Effectivement, en termes de diversité linguistique, le Nigeria ne dépasse pas le Cameroun. Mais le Nigeria a quand même pu choisir quelques-unes de ces langues qu'il a développées et qu'il a érigées justement au statut de langue officielle et tous les Nigérians maîtrisent ces langues-là. Voilà la situation. À côté de nous, au Rwanda, c'est la même chose. On a le Kenya rwandais. Tous les Rwandais parlent. Là-bas, à côté, Congo-Kinshasa, ils ont le Lingala, qui est une langue officielle, qui sert de support d'enseignement de l'école primaire jusqu'à l'université. Pourtant, même le Congo est un pays de méga diversité linguistique, comme le Cameroun. Donc, en réalité, je pense qu'à travers les initiatives comme celle que l'UNESCO prend à travers la promotion du multilinguisme et que APOLAC et d'autres organisations non gouvernementales accompagnent, il est d'abord question de faire une certaine sensibilisation parce que la promotion du multilinguisme en question permet aux gens de s'accepter, d'accepter les différences. Donc, il est d'abord question de commencer par là. C'est vrai que nous y allons à pas de tortue, mais je pense que c'est possible. Il est possible pour nous d'avoir une langue camerounaise officielle. Les langues que nous enseignons là, vous avez, pour la plupart d'entre vous, vous êtes des apprenants chez APOLAC,
témoigner avec les ouvrages qui sont produits sans hésitation et des règles de grammaire qui sont déjà établies. Donc, bref, ces langues-là sont déjà aptes à répondre aux besoins de communication réelle, aux besoins de communication de masse. Mais il faut une certaine acceptation. Il faut une certaine tolérance. Il faut que le Camerounais puisse accepter que l'Ewondo, même s'il ne parle pas l'Ewondo en tant que locuteur natif, l'Ewondo est une de ses langues. Il faut que l'Ewondo comprenne que le Yemba est une de ses langues. Il faut que le Camerounais, partout où il se trouve, que lorsqu'on prononce le nom d'une langue, qu'il puisse dire, ça c'est l'une de mes langues. Donc il faut même déjà que l'on s'approprie d'abord nos identités individuelles, parce que nous venons de quelque part, mais que l'on puisse aussi assumer notre identité collective, notre destin collectif. Parce que je ne vous apprends rien, vous qui êtes hors du Cameroun, quand vous rencontrez un Camerounais, vous dites c'est mon frère. Vous dites c'est mon frère. Quand vous rencontrez même un Africain, vous êtes fiers, vous dites c'est mon frère. Alors il est question de revenir chez nous et de rencontrer un Bamileke et dire c'est mon frère. Écoutez une langue Bamileke et dire ça c'est l'une de mes langues. Et c'est pour cela que je vais féliciter certains apprenants chez Apolac. Il y a Sango Benjo, je pense qu'il est ici. Il y a Tafoko, qui ont laissé leur propre langue qu'ils parlent déjà, mais qui sont en train d'aller justement vers d'autres langues camerounaises parce que ce sont leurs langues. Donc, il faut que chaque Camerounais puisse arriver à ce niveau-là. Merci, je m'arrête là. Merci, Dame Stéphanie Imele. Oui, je crois que il y avait une main en l'air, c'était celle de Tafoko d'abord. Tafoko d'abord. En fait, ma question même, Giscard a parlé un peu de ce que je voulais parler. Parce que ma question, c'était de savoir, en fait, parce qu'on est dans un Cameroun où les Camerounais se immigrent de tous les côtés. Quelqu'un du nord peut grandir au sud, quelqu'un du sud peut grandir à l'ouest peut grandir au centre, au sud, du littoral. Les gens se mélangent beaucoup. Et il y a des mariages interethniques, tout ça là. Donc, il n'y a pas d'autre possibilité que d'imposer une langue nationale. Moi, je ne crois pas qu'il y a 10 000 solutions. Parce que même si tu dis que tu veux apprendre seulement ma langue, eh bien, tu peux bien transmettre, ce serait toujours bien. Ça n'exclut pas cela, mais tu ne peux pas, dans un contexte où tu peux parler à ton voisin, ou au quartier, vous avez obligé de parler français, ça va toujours, le français va toujours s'imposer. Il n'y a pas d'autre solution que d'imposer. Il n'y a pas d'autre solution. Oui. Parce que si je grandis, par exemple, moi, qui a grandi à Douala, j'avais mes amis qui étaient Douala, avec qui ils parlaient, j'étais obligé de parler français parce que je ne comprenais pas le Douala. À la maison, on parlait ma langue maternelle. Mais il y avait toujours cette différence. Tu ne peux pas. Il faut s'il n'y a pas une langue qui est là. S'il n'y a pas une langue qui peut remplacer le français va juste s'imposer et en force parce que les gens vont se marier de plus en plus. Parce que les Camerounais de cette génération, la prochaine génération sera encore plus mixée. Et ça va se mixer de génération en génération jusqu'à ce qu'une quatrième génération encore, le Cameroun ne serait plus, il n'y aura plus le Camerounais même plus, hein, je vous jure, il n'y aura plus le Camerounais plus même dans 3 générations. Donc, c'est une obligation, en fait. On va beau dire que non, le Cameroun va s'intégrer, obligé, parce qu'on est une nation. Étant une nation, il faut qu'on ait une langue nationale. C'est une simple évidence. Et si on va décider si on veut continuer le français ou l'anglais, ou on va avoir notre langue. Beaucoup de gens disent qu'il faut régionaliser le pays, mais régionaliser le pays, c'est créer, mettre un peu comme le Cameroun, c'est mettre un peu c'est préparer un Camerounais qui va s'exploser. Parce que si on dit que il faut, comme il y a quelqu'un qui dit qu'il faut régionaliser par secteur, par ethnie. Même si on régionalise si on prend le cas de l'Ouest, on ne peut pas régionaliser. L'Ouest a plus de langues, même si on prend le littoral seul. Il faut qu'on. C'est-à-dire que les gens qui veulent le fédéralisme communautaire, là, ce serait même dissoudre le Cameroun en même temps, en fait. C'est un peu logique. Parce que quand tu vas, par exemple, dans le littoral, il y a plusieurs langues déjà. Et si tu veux encore dire que tu vas régionaliser ça,
ça ne va pas marcher. Donc, du coup, il n'y a qu'une seule solution, c'est de créer la bonne langue nationale, une ou deux plusieurs langues nationales, et que tout le monde s'y mette. Et les autres langues vont vivre toujours comme elles vivent actuellement. Et promouvoir les autres langues aussi, mais ton langue nationale aussi camerounaise. C'était ma contribution, merci. Merci à vous, Monsieur Tafoko. Votre prise de parole était donc une contribution. Merci pour cette autre contribution. Nous allons passer la parole à Monsieur Benjo, s'il a toujours à dire. Monsieur Benjo? Monsieur Benjo, bonsoir. Vous aviez la main en l'air tout à l'heure. Son micro est fermé. Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, non, j'avais pas la main, j'applaudissais en fait l'intervention de Madame Imele, puisqu'elle a donné quelques idées qui m'ont plu. J'ai aussi... Le micro de Monsieur Benjo est fermé. Pardon, vous m'entendez? Non, moi je l'entends. Moi de même, je l'entends très bien. Je l'entends très bien. Je ne l'avais pas, j'applaudissais, j'intervenais, j'appréciais justement les différents intervenants. Parce que j'ai vu Madame Imele qui a un petit peu parlé d'Afrolac. Elle a parlé du fait que j'ai laissé ma langue pour apprendre d'autres langues. Et puis j'apprécie les différents panélistes. J'ai apprécié l'intervention de M. Atangna qui parle avec une voix très, très convaincante et qui nous a dit que c'est les parents qui doivent prendre le relais. On ne doit pas lâcher l'affaire. Ça, c'est noté. Et moi, j'apprécie surtout beaucoup le travail parce que je pense que c'est vous qui maintenez la langue là vivante. Ce n'est pas un petit travail. Pour ceux qui mettent la main à la pâte, pour ceux qui sont dedans, pour ceux qui mettent la main à la pâte, ils savent que c'est un gros, gros boulot. Donc, moi, je suis admiratif de votre travail et je peux que vous encourager à aller de l'avant. Voilà. Merci vraiment beaucoup. Monsieur Benjo, nous allons vous rappeler que nous ne pouvons rien faire sans vous. Hein. On est présent, nous participons. Donc, D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y avait une autre question ou alors une autre intervention? D'accord. Non, c'est bon. Oui, madame. Oui, c'est Monsieur Anambou. Oui, madame Fumeko, merci. Je vais juste essayer de dire que il dépend de la volonté politique de pouvoir implémenter cette vision-là. Vous savez, le politique a toujours sa part de vision qui n'est toujours pas associée à la culturalité des choses. J'aimerais ici simplement une petite minute m'appesantir sur la cause principale de ce phénomène-là. C'est juste que, vous savez, le Cameroun a connu une triple domination à la fois allemande, à la fois britannique et française. Je me dis qu'au moment où on a pris nos indépendances, qu'elles soient des indépendances politiques, il serait nécessaire à ce moment-là qu'on puisse implémenter cela. Mais vous voyez, il y a simplement eu une continuité dans le système administratif. Donc, ce n'est pas trop différent de ce qui se passait avant, c'est juste peut-être plus moderne. Il faudrait donc que l'État, notre État, l'État du Cameroun, puisse revoir un peu cette politique culturelle, qu'il puisse un peu l'assainir pour pouvoir venir à ce point-là. Ce qui est sûr, et j'en suis convaincu, ça c'est ma vision à moi-même, c'est qu'on arrivera toujours par avoir des langues, ou bien une ou deux, peut-être trois, je ne sais pas, des langues, je vais dire, par lesquelles on pourra intercommuniquer entre nous, les Camerounais. Ce qui est sûr, on arrivera un jour à ce niveau-là. Il faudrait simplement que de plus en plus, l'État camerounais puisse assainir ses politiques culturelles. Donc, c'est un peu ça. Le problème, il est assez historique, mais il ne faudrait pas que l'État reste sur ce laxisme-là. Il faudrait que l'action passe. Merci. Merci à vous, Monsieur Anambou. Autre intervention? Madame Imele, je crois que s'il n'y a plus d'intervention, nous allons
rappeler aux différents participants que nous tendons comme ça vers la fin. Je vais vous rappeler que vous aviez là comme panéliste Madame Stéphanie Julienne Imeletafa, qui est la présidente fondatrice de l'équipe APROLAC de l'Association des professionnels des langues et cultures camerounaises. C'est bien ça, monsieur, Madame Imele? Oui, exactement, c'est cela. Bon, il faut dire Académie des professionnels de langue et culture camerounaise. C'est vrai que c'est une association, mais le sigle voudrait dire Académie des professionnels de langue et culture camerounaise. D'accord. Vous aviez également, je vais dire nous avions également monsieur Clément Doc Atangana, qui est juste derrière l'assistant, le vice-président de cette académie. Monsieur Achille Layel Anoumbu Guiol, il est le secrétaire général de l'APROLAC. Nicolas Ndoumbe, il est enseignant de langue et culture nationale. Moi, Christian Gaël Fomekon, je suis chargée de la communication. Nous vous remercions pour cette confiance à nous accorder. Merci et à très bientôt. Merci, Madame Fomekon. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Bon, je mets fin à la réunion officiellement. Rosem